Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, ce que je voulais faire, c'était vous partager dans une petite vidéo mes petites astuces en fait que je livre dans mon livre, le Growth Hacking. En effet, lorsque je livre le livre, en fait, j'ai commencé à faire une petite modification. Au départ, en fait, quand on m'achetait le livre, en fait, tout simplement, je livrais le livre, je disais voilà, voilà la version dédicacée. Ensuite, j'ai fait un upsell, hein, j'ai fait tout simplement le livre plus la formation vidéo toujours dédicacé, etc. Et je me suis dit, mais Fred, travaille ton onboarding process, fais en sorte que tu aies un effet waouh. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai travaillé. Tout d'abord, en fait, j'ai proposé entre guillemets un packaging original, puisqu'en fait maintenant il y a une enveloppe dorée molletonnée là qu'on reçoit. En fait, le but c'est de se dire quand la personne reçoit chez elle le bouquin, elle se dira mais c'est quoi ce truc là, ou sa famille dit mais c'est quoi ce cadeau, ça a l'air génial, qui reste à côté, elle se dit ah ouais. Voilà. Donc le but c'est ça, c'est que la personne soit fière ou qu'elle soit un peu intriguée. Ou le facteur même dit tiens regardez, j'ai une drôle d'enveloppe pour vous, etc. Ensuite, la deuxième chose, c'était mettre de l'humain et du relationnel dans la dédicace. Ça, en fait, c'est ce que j'essaye de faire depuis grosso modo janvier 2021, avec la notion de guilde. C'est-à-dire que je dis, voilà, bienvenue dans la guilde du gros hacking, etc., etc. Donc, en fait, ça donne un sentiment d'appartenance. Et moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens parlaient de l'aspect de tribu, dont Seth Godin dans son livre Tribes. Et c'est vrai que c'est important de se regrouper, de se reconnaître sous une équipe, une guilde justement, un drapeau. Troisième chose, en fait, c'était le marque-page écrit. Ça, j'ai commencé à le mettre il y a 6 mois de ça. Et en fait, ça me permet tout simplement d'avoir plus de relationnel, plus de personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, dans le bouquin, je mets en fait un petit marque-page écrit à la main. Alors, j'écris pas très bien, mais bon, voilà, le but, c'est de faire vraiment réel, avec des petites gommettes de pirate qui me permettent de m'inspirer pour savoir ce que je veux dire. Le but, c'est d'offrir quelque chose d'unique pour le lecteur. C'est le seul, en fait, qui aura ce marque-page-là. Alors, les citations peuvent être plus ou moins différentes ou plus ou moins similaires, mais en tout cas, c'est le seul la seule personne à avoir ce marque-page-là. Et enfin, il y a le dernier truc, c'est offrir plus que prévu dans la formation vidéo. Dans la formation vidéo, j'annonce 10 heures, mais elle doit faire 15 heures ou voire même 16 heures, 17 heures ou 18 heures, 20 heures. Quoi. Donc j'anime beaucoup plus pour faire une petite cerise sur le gâteau. Voilà. Alors là, je vais pas vous faire la formation, mais ce que je voulais vous faire en fait ici là, c'était vous partager justement ces petits conseils que j'ai mis dans le marque-page. Parce que je me suis dit, waouh Fred, t'as écrit des trucs, mais c'est dommage que ça reste en fait juste sur le disque dur, ou ça reste parce que j'ai pris quelques photos, et ou alors que ça reste dans l'exemplaire papier de quelques-uns des lecteurs. Donc en fait là, depuis quelques temps, je commence à prendre en photo mes marque-pages, et voilà, je vais vous faire une petite sélection des petites astuces. En fait, généralement j'en mets 3 par marque-page pour qu'à la fois ça me prenne pas trop de temps et en même temps que ce soit rentable. Enfin rentable en termes d'expérience client, parce que ça aussi c'est important. Travailler l'expérience client c'est bien, mais si ça me prend beaucoup plus de temps et que ça ne m'apporte pas beaucoup de choses en plus, ça sert à rien. Mon but avec l'expérience client, c'est de certes apporter un effet waouh, mais que ça ne soit pas délirant en termes de temps et de budget, et que ça donne un effet qui soit important, un effet viral. Voilà. Donc, je vais passer maintenant aux petits conseils. Alors, je vais vous en faire une petite dizaine là. Le premier, c'est l'accueil des nouveaux clients. En fait, moi, je vois bien que c'est quelque chose qui est négligé. Et même moi, ici, sur Conseil Marketing, je néglige un petit peu trop. En fait, beaucoup de gens se disent, c'est bon, j'ai vendu. Le boulot est fait. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse. Le travail commence quand le bouquin ou le produit ou le service a été commandé. Et c'est là, en fait, qu'il faut vraiment jouer son va-tout. Parce qu'en fait, il y a souvent une courbe émotionnelle. En fait, la personne, tant qu'elle n'a pas acheté le produit, une courbe optionnelle, c'est relativement plat. Bon, voilà. Ensuite, elle commence à choisir, elle fait sa sélection de fournisseurs. La courbe commence, de l'émotion commence un petit peu à remonter. Puis là, elle doit faire le choix. Et là, la courbe est vraiment au max du max. Et puis, là, la personne utilise le produit pour la première fois ou reçoit le produit pour la première fois. Là, la courbe est redescendue un peu, mais elle est encore haute. Et puis, commence à utiliser le produit. Là, la courbe est encore relativement haute. Et puis après, quand la personne commence à utiliser le produit au quotidien ou qu'elle l'utilise plus, la courbe va baisser. Et ça, en fait, c'est la courbe d'émotion du client. Le problème, c'est qu'en fait, dans la vente, vous avez une courbe qui est différente, puisqu'en fait, c'est même une courbe un petit peu inverse. C'est-à-dire que si vous vendez en B2B, au début, vous avez une courbe qui est plutôt basse, mais un plus haute que celle de la personne qui achète, parce que pour vous, c'est important d'un prospect. Et ensuite, si la personne commence à se décider, vous, la courbe augmente parce que vous avez une personne qui va peut-être commander. Ensuite, si la personne vous dit, ouais, je vous mets en shortlist, faites-moi une présentation, hop, la courbe augmente encore. Et le climax, c'est quand la personne vous dit, c'est bon, j'achète. Et vous, après, ça redescend, oui, le mec, il a acheté, c'est fini. Sauf quand il y a un problème où là, justement, il y a des pics d'émotion. Mais donc, on voit bien que l'émotion du client et l'émotion du fournisseur ne sont pas les mêmes.
Et donc c'est pour ça qu'il faut les travailler de manière différente et il faut essayer d'apporter le plus rapidement possible de la valeur ajoutée pour que la personne s'y retrouve et surtout pour le rassurer qu'il a fait le bon choix. Et ça, c'est vraiment important. Autre point, deuxième chose, il faut créer des moments. Là, créer des moments, ça permet de créer de l'émotion. Voilà, c'est de l'humain, de la personnalisation. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec mon livre, mais c'est également de la vitesse. On voit bien que la satisfaction des gens sur un produit ou un service, c'est également être capable de répondre facilement et rapidement, surtout rapidement à une demande. Les gens vont se dire ah ouais putain, il m'a répondu tout de suite. Répondre le week-end, le soir, etc. Et ensuite apporter plus que prévu. Apporter plus que prévu, ça permet de dire ah je comptais acheter ça, j'en ai eu plus, waouh c'est génial. Aussi, un nouveau prospect, il faut se dire que c'est souvent, moi ce que je dis, c'est un prospect, c'est une denrée périssable. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de commander un nouveau client est généralement beaucoup plus susceptible de commander un autre produit dans les quelques minutes, quelques heures ou quelques semaines après son achat ou après son inscription. Parce que la personne est en démarche d'achat, la personne elle a un problème qui est important, etc. Donc il est super important de soigner en fait cette partie, soit accueil des nouveaux clients, soit tout simplement upsell d'un prospect ou upsell d'un client. Et donc il peut y avoir plusieurs manières. Par exemple, sur un prospect, sur mon site internet, juste derrière en fait la page de téléchargement, il y a une offre, une one-time offer, et les gens ne voient que cette offre une seule fois, et ça permet directement de convertir déjà ses prospects avec une offre directement commerciale. Et une fois qu'un client a acheté, il faut continuer en fait ce tunnel de vente et prolonger de l'acte de vente avec des bonus. Autre point, au lieu de faire comme tout le monde, il faut plutôt essayer de créer son propre environnement concurrentiel. C'est ce qu'on appelle l'océan bleu. L'océan bleu, qu'est-ce que c'est? C'est sortir de l'océan rouge de la concurrence où tous les produits sont similaires, où tout le monde dit la même chose, où tout le monde se bat sur le prix, tout le monde se bat sur les fonctions. Il faut trouver un nouvel univers concurrentiel, par exemple comme Free avec Free Mobile, qu'elle a lancé au départ. Tout le monde vendait un téléphone avec un abonnement, et Free est sorti avec juste un abonnement sans téléphone. C'est par exemple Nintendo avec la Wii, ça a été vraiment aussi une révolution dans le système, parce qu'en fait une console qui était pas technologique, qui était hyper simple, mais qui permettait à tout le monde de jouer tout de suite, c'était une révolution. Voilà, c'est créer un nouvel environnement concurrentiel en repensant totalement l'offre qu'on va faire aux clients. Là aussi, autre point, une des choses que j'ai vraiment apprécié et que je pense qu'il est vraiment essentiel de faire, c'est déléguer. Alors ça peut être délégué en prenant un stagiaire. Moi, je l'ai fait en fait en prenant une assistante. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une assistante offshore qui travaille pour moi au temps donné et vraiment, ça me fait gagner du temps parce que parfois on se dit ouais, ça va me prendre 5 minutes de faire ceci, 5 minutes de faire cela et on se fait soi-même et puis une demi-heure après, on est encore dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais appel à Sabrina depuis déjà, je crois que ça fait 4-5 ans et donc en fait, je lui délègue des choses. Par exemple là, toutes les marque-pages là que j'ai écrit à la mano, et en fait je lui ai envoyé l'article et je lui dis Sabrina, tu vas lire tous mes marque-pages, tu essaieras de déchiffrer mon écriture et tu vas taper ce texte-là, tout simplement parce que autrement moi je l'aurais fait, mais ça j'aurais même fait mieux fait qu'elle parce qu'en fait j'arrive à lire mon écriture, elle c'est plus compliqué, mais en fait l'intérêt c'est qu'elle elle va le faire pour moi pendant que je vais faire autre chose. Voilà. Autrement, autre point, définir un objectif par an, la bonne résolution majeure, un objectif par trimestre qui sert de focus. Ça, c'est vraiment important, l'objectif trimestriel pour dire qu'est-ce que je vais faire ce focus ce mois-ci. Ça peut être, par exemple, Instagram, ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook Ads, etc., etc., etc. Alors, autre point, il existe toujours un moyen d'exploiter une base de clients, de contacts, qui sont souvent d'ailleurs sous-exploités dans l'entreprise. Il faut juste trouver le moyen. Par exemple, en fait, vous avez fait un salon il y a 10 ans. Vous avez, enfin 10 ans, c'est peut-être un peu beaucoup. Un salon il y a 3-4 ans. Vous avez mené une enquête sur des clients, des prospects il y a 3-4 ans. Vous avez une base de contacts sur LinkedIn, vous avez des contacts sur Twitter. Et bien souvent, en fait, vous les exploitez pas à leur maximum. Par exemple, j'ai, je sais pas, 1000, 2000, 3000, 4000 followers sur Twitter. J'ai 10 000 personnes sur LinkedIn, mais est-ce que vous utilisez vraiment? Et donc, en fait, on peut l'utiliser de différentes manières. Par exemple, le Phantom Buster pour LinkedIn, LinkedIn Helper pour LinkedIn, Jarvis pour YouTube, ou un retargeting de vos contacts email sur Facebook Ads ou d'autres réseaux. Voilà. Autre point, j'en parlais il y a 2 secondes, le fait de dire mais ça va me prendre que 5 minutes. Moi j'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Mais non, ça va me prendre 5 minutes de faire ça. Et puis en fait ça prend trop de temps. Non, automatisez ou déléguer. Si vous dites voilà chaque semaine, oh ça me prend 5 minutes de faire un petit reporting. Non, essayez d'automatiser ça pour en fait ne plus avoir à le faire et passer ces 5 minutes à faire autre chose.
Alors, l'autre point également, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que le plus dur, c'est le premier pas. Au lieu de regarder par exemple une vidéo, de repousser, de dire ah je vais faire ça dans 5 minutes, le plus important c'est de commencer. Moi je le vois en fait quand je dois par exemple écrire un article de blog, faire ce podcast qu'on voit ensemble, la première chose en fait que je dois faire et qui est le plus dur, c'est de prendre mon micro, lancer l'enregistrement et après ça roule tout seul. Et pourtant avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé 2-3 bandes annonces de films sur YouTube, j'ai regardé un email, etc., etc. Alors que le plus important c'était de faire ça. Donc c'est vraiment important de commencer par ce qui est le plus important. L'autre point, c'est le parcours client n'est pas toujours celui qu'on imagine. Il y a par exemple le fait, par exemple, pour un acheteur immobilier, de se dire, tiens, je vais vendre aux gens qui veulent acheter un appartement, je vais leur vendre des produits, des services, etc. La plupart des gens se diront, bah oui, pour trouver un acheteur immobilier, qu'est-ce que je vais faire? Et ben en fait, je vais aller voir les gens qui achètent ou qui recherchent en fait un bien sur le Bon Coin, sur Se Loger, etc. Et je vais dire, ok, bah, comment je peux faire pour identifier ces gens-là qui sont à la recherche d'un appartement? Or, en fait, il faut savoir remettre en cause ça. Par exemple, dans le domaine de l'immobilier, souvent un acheteur immobilier, avant de chercher à acheter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va estimer son bien actuel pour vendre. Donc un moyen de pouvoir le toucher, c'est non pas en fait d'essayer de le choper quand tout le monde essaie de l'attraper parce qu'il veut essayer d'acheter un bien, c'est plutôt d'essayer de voir comment je peux faire que la personne aille sur mon site à moi pour estimer un bien avant de vendre le sien. Pareil, si vous êtes comme moi, vous cherchez en fait à bricoler à la maison, avant d'appeler un plombier, généralement je cherche sur YouTube comment faire pour réparer un truc ou j'ai un problème sur tel sujet. Et ben en fait, si vous cherchez par exemple, tiens, les gens qui ont des problèmes avec leur ballon d'eau chaude, et ben peut-être que la solution, ça serait de faire des vidéos YouTube sur comment fonctionne un ballon d'eau chaude, comment réparer un ballon d'eau chaude, ou des articles de blog sur comment réparer un ballon d'eau chaude, pour après essayer de récupérer ces gens qui ont un problème de ballon d'eau chaude. Voilà. Autre point, dans le business, en fait, il y a toujours des pépites. Moi, je vois ça dans les entreprises, il y a toujours des pépites. Alors, les pépites, ça peut être tout simplement un produit star, ça peut être une base client qui est sous-exploitée, ça peut être un super commercial, ça peut être, je sais pas, un bâtiment, ça peut être une marque. Bref, regardez d'un regard neuf votre entreprise, essayez de déterminer quelle va être cette pépite qui ne demande qu'à être exploitée. Voilà. Alors, une autre chose, c'est dire tout ce qui n'est pas interdit peut être réalisé. J'en ai parlé dans le gros hacking, hein, avec cette histoire de Laurent Fignon qui a perdu le Tour de France parce que son concurrent avait utilisé un guidon de triathlète, un Greg LeMond, pour gagner la dernière épreuve. Greg LeMond avait osé prendre un guidon de triathlète, mais Laurent Fignon non, parce qu'il disait ah non mais ça va être interdit, si je fais ça je vais être disqualifié. Donc il faut oser tester des choses si c'est pas interdit tester des petits trucs. En revanche, si vous avez un doute et vous dites ah non mais ça me paraît un peu risqué, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Quand je dis toujours s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà. Autrement, essayez aussi d'identifier comment envoyer des messages sur des carrefours d'audience. En fait, si vous repérez sur un réseau social le fait qu'on peut envoyer en interne des messages, c'est qu'on peut l'automatiser, soit avec des outils, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, Phantom Buster, LinkedIn Helper, mais également avec une assistante virtuelle. Moi, je demande à Sabrina plutôt, mon assistante, souvent de faire des petites actions quand j'arrive pas à automatiser, quand je sais pas comment faire. Et ben, je dis bah tiens, tous les jours, tu vas envoyer 20, 30, 40 messages manuellement. Voilà. Autre point, plutôt que chercher sans cesse de nouveaux prospects, moi j'essayerais plutôt d'apporter plus de valeur. Qu'est-ce que c'est apporter plus de valeur? C'est essayer de se dire, ok, je vais essayer de vendre plus cher quelque chose en lui apportant plus de choses qui va vraiment l'aider à réaliser ses problèmes. Il faut essayer de trouver ce qui est plus important, le plus rassurant. Et alors, tout simplement, on peut mettre en place un tunnel de vente ou tout simplement un tunnel de vente avec upsell, cross-sell, bump, etc. Mais également essayer d'apporter plus de valeur en disant tiens, moi je vais t'aider à faire plus de choses, un accompagnement plus complet, plus de services, un support 24/24, etc., etc. Voilà. Autre point, il faut casser les codes, être clivant. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai appris maintenant à faire, en particulier sur LinkedIn, c'est se dire, si on fait les posts un petit peu corporate comme tout le monde, si on fait toujours des choses bien pensantes, etc., etc., et ben en fait, on va rester comme tout le monde et on sortira pas du lot. Au contraire, il faut accepter de plaire à certaines personnes et de déplaire à d'autres en choisissant un positionnement et un ciblage. Alors ça veut pas dire non plus faire de la polémique, hein, mais ça veut dire tout simplement, bah voilà, moi j'ai un avis vraiment précis sur un sujet et j'accepte d'avoir cet avis et j'accepte que les gens soient pas d'accord.
Autre point, la proximité et la confiance sont des éléments clés. Les emails en fait sont vraiment essentiels. Enfin, c'est dématérialisé, mais en fait, mettez de l'humain dedans. Mettez par exemple des sentiments, parlez de votre quotidien, mettez votre photo, mettez une histoire de votre famille, etc., etc. C'est en faisant cette confiance, cette proximité, en parlant de vous, que vous allez réussir à avoir vraiment des fans. Le moyen de faire aussi plus de business, c'était un petit peu en rapport avec tout à l'heure, c'était vendre plus cher. À vous souvent de vous dire comment vous allez pouvoir apporter plus de valeur à votre valeur perçue, hein, à votre client. Ça peut être par exemple du design. Il y a pas mal de gens à un moment donné qui ont travaillé par exemple avec Stark, le designer, pour sortir un produit et en fait disant ouais regardez c'est la plus belle par exemple enceinte, ça c'est Free qui l'avait fait, une enceinte, je sais plus c'était de Vialet, c'était pas avec Stark, mais voilà, une superbe enceinte, un super truc design, et les gens sont prêts à payer plus cher pour du beau. Voilà. Et en même temps, le parcours client doit être le plus fluide possible. Avec chaque moment de vérité, à chaque moment clé, il faut faire intervenir quelque chose. S'il y a quelque chose qui bloque, il faut le fluidifier. Ça peut être un chat, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être une FAQ. Bref, des petits changements comme ça dans un parcours client peuvent vraiment faire la différence. Voilà. Alors, l'emailing aussi, je disais, est loin d'être mort. C'est vraiment un canal qui reste essentiel, surtout quand on voit que les réseaux sociaux sont capables de fermer votre compte du jour au lendemain, comme on l'a vu avec Donald Trump. Hein. Il faut être juste créatif. Être créatif, c'est-à-dire que sur l'emailing, on faut tester des formats. Moi, par exemple, depuis grosso modo 1 mois, je teste le format un email tous les 2 jours. Et ce fameux format qui a priori pourrait sembler un peu dingue. Je vais envoyer un email tous les 2 jours à mes abonnés. Et en fait, je remarque que j'ai un taux de lecture qui est supérieur à un emailing classique, enfin un taux de clic, hein, pas un taux de lecture d'ailleurs, ouais, taux de lecture c'est à peu près pareil, c'est le taux de clic en fait qui est supérieur, un taux de clic supérieur avec un email tous les 2 jours, parce que j'apporte plus de valeur, j'ai plus de proximité, et en plus le fait d'avoir en fait un email tous les jours, ça me permet aussi d'avoir moins de désabonnements au message. Alors pourquoi au message? Tout simplement parce que avec un email tous les 2 jours, les gens me laissent une deuxième chance. Quand vous envoyez un email tous les mois ou tous les 3 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous loupez 1 fois, 2 fois, et là, la personne va dire oh, j'en ai marre de leur truc, il n'y a pas de valeur, tac, il se désabonne. Tandis que si vous envoyez un email tous les 2 jours, vous avez une possibilité de se dire ah non, celui-là pas terrible, mais par contre l'email d'avant était un peu mieux, l'email d'après était un peu mieux, et donc vous avez plus de chances en fait de garder l'abonné plus longtemps. Voilà. Autrement, les petits trucs et astuces classiques, hein, l'usage de plusieurs noms de domaine. Moi, en expéditeur, j'ai conseilmarketing.fr, conseilmarketing.com, conseil-marketing. Et en fait, ça me permet d'avoir, entre guillemets, une nouvelle virginité avec une autre solution d'emailing, un autre nom de domaine, un autre expéditeur, etc., etc. Bien sûr, je mets toujours Fred de conseil marketing pour être sûr que ça arrive et que les gens se disent pas, mais qui c'est ce gars-là? Voilà. Autrement, l'A/B testing. Moi, je vous dis que ça doit vraiment devenir un réflexe. Hein. A/B testing, c'est tester 2 versions d'un message, que ce soit pour un emailing, une landing page, un nom de produit. C'est toujours le client qui a raison. Donc, tester, tester, tester. Voilà. Autre point, le client ne veut pas un produit, mais il veut une solution. Et en fait, souvent, on se dit, j'ai mon produit qui va répondre à votre demande. Mais non, c'est pas ça. Le client, en fait, il n'achète pas un produit, il a un problème et il faut lui trouver une solution à son problème. Il faut lui proposer une transformation entre une situation avant, une situation après. Et en fait, c'est à vous de vendre cette transformation et dire, voilà, avant vous faisiez ça et maintenant vous faites ça. Voilà. Autre point, parfois les bonnes idées sont pas forcément les bonnes. Moi, je dis toujours, c'est le client qui a raison. On peut le tester de plusieurs manières. Soit en fait, par exemple, de manière classique, l'A/B testing, comme je disais tout à l'heure, par exemple une pub Facebook Ads et on teste 2 noms de produits, 2 landing pages, etc., etc. Ou même sur votre base client, vous envoyez en fait un message promotionnel sur une partie de la base et vous voyez ce qui marche le mieux. Mais c'est également de les écouter. Moi, j'ai fait pendant longtemps en fait de l'étude qualitative, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque je voulais sortir un produit, je demandais à 4-5 prospects ou 4-5 clients, est-ce que vous auriez 10 minutes à m'accorder au téléphone? Et en discutant ensemble, je disais tiens voilà, je pense sortir ce type de produit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter, etc., etc. Et j'ai tout un discours là-dessus avec quelques étapes où au début je l'interroge sur sa problématique, ensuite je dis voilà, quels sont vos challenges, de quoi vous rêvez, etc., etc. Ensuite je dis voilà, moi on est en train de penser à une idée de projet de telle manière, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça ferait ça, si possible avec une maquette ou un truc, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Et d'avoir un feedback, et à la fin on dit voilà, si je vous donnais 500 €, est-ce que vous achèteriez ce produit-là ou ferez autre chose? Et là en fait, si le client vous dit ah non mais j'achète tout de suite, ou s'il dit je suis pas sûr, je pense que j'achèterai autre chose, et vous dites ah non je suis pas bon là-dessus. Voilà.
Autrement, en fait, un autre truc, c'est tester un truc fou et innovant au moins une fois par mois. Ça, c'est particulièrement vrai si vous avez des équipes, mais c'est vrai aussi si vous êtes tout seul. En fait, il faut se faire plaisir de temps en temps. Si vous êtes toujours dans le train-train, les trucs habituels, les gens vont se lasser. Osez prendre des risques, tester un nouvel outil, tester une nouvelle solution. Voilà, ça motive vos collaborateurs, ça les permet de pousser l'autonomie et ça permet de se faire plaisir également. Donc sous-traiter également ce qui n'apporte pas de valeur ou automatiser. Vraiment, l'assistante offshore, ça me fait vraiment gagner du temps. Voilà, voilà. Et éventuellement aussi tester l'aspect ciblage. En fait, la cible, qu'est-ce que c'est? C'est un concurrent qui est souvent parfois un petit peu en retard sur le secteur d'activité pour dire voilà, mon objectif c'est d'aller entre guillemets couler ce concurrent et je vais en fait essayer de me positionner sur ses mots-clés, j'ai essayé de me positionner sur son offre produit et blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait tout simplement je vais essayer de proposer à ses clients à lui une offre concurrente. Ce que j'appelle moi l'offre de reprise concurrentielle. Ça marche pas mal quand vous êtes en fait sur un marché où il y a un gros leader qui s'est un petit peu endormi et que vous êtes un petit peu innovant, différenciant, moins cher. Et là en fait vous faites cette offre de reprise concurrentielle. Autrement aussi, il y a un autre moyen de travailler avec un concurrent. Si vous avez un concurrent qui innove beaucoup, quelqu'un qui est vraiment que vous, je dis pas que vous admirez, mais qui fait vraiment des choses hyper intéressantes. Le but, en fait, c'est de prendre dans le viseur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez dire, voilà, lui, c'est mon objectif. C'est le leader du secteur, ou ça peut être d'ailleurs pas forcément le leader du secteur, ça peut être juste un challenger. Hein. Mais ce mec-là, il fait des trucs innovants, il fait plein de trucs. Et vous dites, voilà, moi, en fait, je vais le prendre en ligne de mire. Dès qu'il fait quelque chose, je me donne 2 semaines pour contrer et faire mieux. Et en fait, ça permet de booster les équipes, vraiment suggérer la créativité. Et moi, je l'ai fait pendant quasiment 12 ans, 13 ans quand je travaillais dans un très gros éditeur. On avait un concurrent numéro 1 qui était challenger sur le marché et à chaque fois il sortait un truc et on disait non, t'as 2 semaines maintenant pour le contrer. Et c'est vrai que c'était super motivant et ça permettait de motiver les équipes là-dessus. Voilà. L'autre point, n'oubliez pas de définir votre North Star métrique, hein. J'en parle tout le temps, c'est le KPI, l'indicateur qui permet de suivre votre activité et qui filtre toutes vos actions. Grâce à ça, maintenant, moi, je sais ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Et là, on disait tout à l'heure, ben voilà, il y a toujours des choses importantes à faire, mais c'est dur de se lancer sur ce qui est vraiment essentiel. Ben, avec la North Star métrique, vous dire non, mais ça, c'est important ou ça, c'est pas important. Voilà. Autrement, prenez aussi du recul sur votre vision, votre persona. En fait, revoir votre positionnement et parfois avoir un positionnement plus tranchant, comme je le disais. Par exemple, ici, avec le contexte du Covid, les besoins des clients il y a 1 an, les besoins du client maintenant et les besoins des clients dans 3 mois ne seront pas les mêmes. Donc, il faut revoir ça et reprendre un petit peu sur les fondements des problématiques des clients. Voilà. Autre point, votre site, en fait, n'est pas forcément fait pour convertir. Parfois, en fait, il vaut mieux passer sur une vente en 2 temps. En 2 temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que vous allez proposer d'abord un audit gratuit, une démonstration, un guide pour récupérer les coordonnées et ensuite vous allez tout simplement essayer de le convertir en utilisant un tunnel de vente, hein, si vous avez ces coordonnées, ou alors tout simplement vous utilisez le pixel Facebook, le pixel Google Ads pour le retargeter et ensuite dire ok, il est venu sur mon site internet, il n'a pas commandé, j'ai pas ses coordonnées parce que mon bonus n'a pas été sexy, et par contre je vais afficher de la publicité sur les sites partenaires de Google ou de Facebook ou sur Facebook directement pour pouvoir le convaincre derrière. Voilà. Et dernier point, c'est tout simplement tester. Et c'est ce que je voulais vous dire tout de suite. Voilà, donc j'espère que ces petites astuces tirées des marque-pages de mon livre Le Growth Hacking vous aura plu. Si jamais vous aussi, vous voulez recevoir un marque-page avec 3 conseils, hein, alors, ça va être parfois des conseils un peu similaires, ça peut être des conseils différents, c'est un petit peu sur mon inspiration du soir ou du matin, rendez-vous sur le site conseilmarketing.com et puis vous pourrez directement commander le livre avec la formation vidéo et le marque-page et l'enveloppe, le machin et tout ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.